à tous et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Je vous accueille aujourd'hui pour le dernier jour de 2021. Je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Sylvestre. Les auctions sur les bitcoins qui pesaient très lourd ont expiré à 9 h du matin, heure française, et depuis, on est en train de rebondir vers le haut. Maintenant, reste à voir si ce rebond-là est un faux mouvement pour ensuite aller casser vers le bas ou au contraire, un début de relance pour l'année 2022. On se retrouve tout de suite sur la charte daily quotidienne du Bitcoin. Tout de suite, on marque ce niveau-là. Si le Bitcoin vient arriver à clôturer une bougie daily quotidienne au-dessus de celle-ci et encore mieux au-dessus de la mèche de cette bougie rouge, eh bien, on viendra confirmer donc un point bas local ici. Ce serait donc le premier sommet ascendant en daily depuis donc novembre. Sur le RSI, il n'y a pas de divergence. Par contre, on a cette trendline là. Les trendlines sur les indicateurs sont assez approximatifs, ce sont des indicateurs. Donc, on peut voir qu'on est venu casser à la hausse. Et là, possiblement, on aurait rebondi donc sur cette trendline en backtest. C'est en général plutôt bon signe, même si la chart, ce qui se passe au niveau des prix est plus important que les signes donnés par le RSI. Je vais passer là en time frame 1 heure juste pour montrer quelque chose d'intéressant. Les données horaires sont données en temps universel, en GMT 0, le temps de Greenwich. Et on peut voir que pendant les dernières heures avant l'expiration, les prix ont vraiment été compressés au-dessus des 47K qui correspondaient au max main price. Donc les vendeurs d'options, ça peut être des professionnels, des institutions, mais aussi des personnes qui possèdent beaucoup de Bitcoin. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur les options pour vous expliquer un peu plus comment ça marche. C'est pas forcément le plus compliqué, c'est juste long à expliquer. Surtout que les options Bitcoin ont l'air de se comporter comme les options européennes et non américaines. Quelques règles différentes par rapport au marché d'options majoritaire, qui est bien sûr le marché américain. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Du reste, je vais vous noter la dernière bougie qui a stagné. C'est celle-ci. Et on peut voir qu'elle a eu lieu précisément à 8 heures. Et les options ont expiré. Donc la prochaine, une fois que le marché a été libéré des contraintes qui lui pesaient dessus par rapport au marché des options, eh bien on a eu une première bougie de cassure qui est d'ailleurs allée au-delà de la zone de combat d'il y a 2 jours. Et on vient de la réintégrer pour le moment. Alors est-ce que c'est permanent ou pas? On va voir. Sur le stochastique, on voit que le 1 heure vient faire un pullback. Il y a un momentum légèrement baissier. Sur le 2 heures, on est déjà reparti. On a fait le pullback et on semble vouloir repartir. Le 4 heures est haussier. Le 12 heures également. C'est la plus grande time frame où le stochastique est haussier. Sur le daily, on en est encore plutôt loin, donc il faudra voir la clôture en journalier. Et surtout si les time frames inférieurs arrivent à cascader sur le daily. Alors pour ce faire, on avait identifié des niveaux déjà hier qui étaient intéressants. Donc la première pour moi, c'est ici les 38,2 au-dessus de la box qu'on a dessinée il y a 2 jours. Une clôture 4 heures au-dessus de cette box-là donnerait une bonne chance d'aller tester cette zone-là, qui offrait quand même moins de résistance que les précédentes, mais sait-on jamais. Et ensuite, pourquoi pas un test à nouveau de la zone haute du range qui s'est établie depuis déjà quelques jours et retenter une nouvelle fois de tester les 52K. Il peut y avoir un rejet ou une cassure, ce sera, je pense, là un moment clé si on y arrive, puisque je m'attends à un certain nombre de liquidations short qui n'ont jamais eu lieu depuis déjà un peu plus d'un mois. Il n'y a eu essentiellement que des liquidations longues, comme on l'a vu hier déjà sur la map de liquidation. S'il y a des liquidations qui ont eu lieu là, c'est juste des shorters qui sont venus ici. Donc des late shorters avec un volume normalement assez bas. En tout cas, rien à voir avec ce volume-là de shorters qui était venu avant. Bien sûr, ces personnes-là ont pu clôturer leur position. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, je pense que la liquidation est en haut. Maintenant, si je fais apparaître les moyennes mobiles, vous allez voir qu'on va voir des zones clés qui sont apparues. Donc en 4 heures, vous voyez que la moyenne mobile 55, l'EMA 55 a joué le rôle de résistance. En 1 heure, ça va être l'EMA 200. Et en daily, c'est l'EMA 10 et la SMA, donc la moyenne mobile simple en 20 jours. Le niveau que nous avions identifié ici à 48 500 semble être pertinent dans cette zone-là. Donc on a eu un premier rejet. Pour l'instant, à voir si est en train de recharger pour partir à la hausse. Ce qui est plutôt bon signe pour les bulls, c'est que là, la moyenne mobile 21 en 4 heures a l'air de jouer son rôle de support pour pouvoir
essayer de relancer le Bitcoin vers le haut et tenter d'aller casser justement cette box 38.2 et ensuite les obstacles qu'il y a au-dessus. Les indicateurs de momentum, en tout cas au niveau du stock, semblent positifs pour montrer un mouvement haussier sur les prochaines heures. Il faudra voir comment on clôture en daily. Je vous ai donné donc le niveau important qui est ici, clôture au-dessus des 47 500. Le mieux, c'est vraiment d'aller au-dessus de la box pour invalider la mèche et confirmer pleinement un creux qui serait le premier creux ascendant. Concernant la fermeture weekly, eh bien, ça on avait déjà parlé hier. Une fermeture weekly trop faible pourrait entraîner le croisement de la courbe rouge et de la courbe jaune, ce qui ne serait vraiment pas bon signe pour les semaines à venir. Du reste, on n'est pas encore là puisqu'il reste 2 jours sur la fermeture weekly. Par contre, le CME, lui, clôture aujourd'hui. Donc, on aura clôture hebdomadaire pour le CME aujourd'hui, qui sera aussi la fin de l'année. À ce titre, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la clôture mensuelle. Bien sûr, le niveau clé, il est à peu près le même que sur... Si on ne vient pas casser en dessous de ce niveau-là des 43 500, on ne viendrait pas invalider la structure haussière en mensuel. On pourrait confirmer éventuellement le mois prochain un point bas local. Alors là, même si on a une clôture monthly qui était au-dessus des précédents sommets, ça ressemble plutôt à un triangle d'accumulation, donc avec une résistance sur le haut et bien sûr des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Les gens sont prêts à racheter à des niveaux plus hauts que les précédents creux. C'est un bon signe de consolidation pour essayer d'aller retenter sa chance et casser pourquoi pas la résistance. Maintenant, ce qui est à noter. Pourquoi je vous ai fait venir sur la charte mensuelle. On a eu ici donc le sommet du printemps et depuis, vous pouvez voir que les volumes sont descendants. C'est un signe de consolidation et donc une figure de continuation avant d'aller chercher un nouveau sommet dans une tendance haussière. Et bien sûr, c'est l'inverse pour une tendance baissière. On peut voir que ce volume-là se vérifie aussi en weekly. Vous pouvez voir que les volumes sont descendants. Ils sont d'ailleurs anémiques. Il y a quasiment plus de retail sur les marchés crypto depuis le printemps, depuis qu'ils se sont pris 50% de pertes sur le Bitcoin et parfois 80-70% sur les altcoins. Le marché des cryptos, c'est vraiment le Wild Wild West, pas de règles, marché dérégulé. Donc il y a des mouvements bien plus volatiles et si on n'y est pas préparé et qu'on n'a pas l'estomac solide parce qu'on n'a pas pris le bon trade, malheureusement on va justement vendre au mauvais moment et ne plus s'intéresser pendant un petit moment au marché crypto. On peut le voir d'ailleurs sur Google Trends quand on cherche le terme Bitcoin. Donc, dans tous les pays sur 12 mois, là, on est au plus bas de l'année. C'est une échelle basse 100 où le 100 est le point le plus haut. Et ensuite, tout est basé par rapport à ça. Donc là, on est 70% en dessous des volumes de recherche par rapport au sommet du printemps. Et d'ailleurs, pour aller vérifier, d'ailleurs, cette corrélation entre volume de recherche, intérêt du public et ensuite passage à l'acte pour l'achat ou pour la vente, en tout cas pour trader des cryptos, est quasi parfaite. Vous avez le point haut ici, le point 100 qui a été fait entre le 16 et 22 mai. Alors, j'ai pas la lecture journalière sur Google Trends, mais le Bitcoin s'est crashé précisément le 19 mai. J'ai vu ce tweet passer ce matin. Ça vient de Will Clemente, qui est un analyste très jeune de 19 ans, mais plutôt brillant. Il est spécialisé justement dans ce qu'on appelle les on-chain data, donc les données données par la blockchain Bitcoin. Et vous pouvez voir sur ce graphique-là, la courbe noire, donc c'est la courbe du prix de Bitcoin, et la courbe orange, ce sont les frais générés par les échanges, principalement par ce qu'on appelle les retail, puisque lorsqu'un ordre est exécuté, eh bien, il y a plutôt une zone fixe en général. Il peut y avoir des proportionnels, mais c'est capé assez vite. Et donc pour les whales qui iraient sur les exchanges, eh bien, eux échangent des gros volumes, alors que les retail, eux, font plein de petits volumes, et ce qui fait bondir les prix ce qui fait bondir le prix des transactions. Dans un deuxième temps, les gros whales comme par exemple Michael Saylor qui vient de racheter d'ailleurs du Bitcoin pour encore quelques millions et quelques milliards, je me souviens plus. Ces personnes-là ou ces sociétés-là vont acheter le Bitcoin sur ce qu'on appelle le marché en dehors des exchanges, le marché OTC, over the counter. Donc c'est un marché en dehors des exchanges qui ne va pas influencer directement le prix, c'est des échanges entre whales principalement. Comme on arrive à la fin de l'année, on peut aller s'intéresser aux autres échéances qui arrivent, donc la trimestrielle notamment. C'est nettement moins joli à voir avec un fort rejet du haut qui n'est pas forcément bon signe. Ça n'est pas une bougie qui inspire confiance dans une structure haussière, c'est plutôt des bougies qui se forment comme ça à l'envers. Donc là, on a un marteau à inverser qui indique plutôt
signe de retournement. Après, ça n'est pas une sentence de mort et bien sûr, on a d'autres signes haussiers au contraire. Donc, cela dit, c'est à noter et on voit un niveau intéressant ici à aller briser qui est comme par hasard au niveau des 52-53 000, comme la zone de combat en daily, en 4 heures, etc., qu'on a sur donc les time frames plus petites. On va aller regarder maintenant la time frame annuelle. Donc ça, c'est la bougie annuelle qui a meilleure mine que la bougie en 3 mois, trimestrielle. On peut mesurer d'ailleurs le gain sur l'année. Si on vient clôturer au niveau des 48K, on aurait un gain donc de 66%, 67% sur l'année, ce qui est correct, hein, sans être non plus extraordinaire par rapport à celle-ci. Je pense que les gens s'attendaient à un bull run de ce type-là, avec des gains substantiels qui ressemblaient à 2017. On peut venir voir le gain qu'il y a eu en 2017 en pourcentage. Il a été de 1220%. Donc effectivement, par rapport à 1220%, on est plutôt très bas, même si on a de moins en moins d'explosivité sur le Bitcoin, ce qui est normal. L'asset grandit, il faut plus de sous pour le bouger. Et il y a bien plus d'acteurs avant, notamment les professionnels, qui changent la donne énormément. Là, vous avez le bull run de 2013 et vous pouvez voir que le gain sur 2013, sur l'année, il est de 4700%. Ensuite, on est à 1200 et là, on est à 67%. Après, ce qui pourrait changer, c'est que ça n'est pas la grosse bougie verte du bull run de ce cycle-là. Si on regarde un peu dans le passé, alors on n'a pas non plus un grand échantillon et prenez ça avec des pincettes, je ne traite pas ces tendances-là, je regarde toujours le daily, c'est ce que je privilégie. Du reste, en tout cas, ça peut nourrir votre curiosité mentale et intellectuelle. Sur les premières années, vous voyez qu'on a une bougie rouge, deux bougies vertes, ensuite une bougie rouge, trois bougies vertes, une bougie rouge et peut-être, pourquoi pas, quatre bougies vertes parce que celle-ci va être verte. Donc on aura trois bougies vertes et 2022 pourrait être la quatrième bougie verte en allongeant les cycles, ce qui correspond donc à la tendance qu'on voit depuis 2010 et ce qui serait aussi normal au vu du poids maintenant de l'asset. Et je vous renvoie pour ça à ma vidéo du week-end où je parle justement des cycles long terme du Bitcoin en mesurant notamment les durées en jours. Maintenant que vous avez entendu parler beaucoup d'options au cours de cette année 2021, sachez qu'il y a des options journalières, hebdomadaires et mensuelles. Les plus grosses options sur le Bitcoin sont les mensuelles, comme d'ailleurs sur tous les marchés, hein, pas uniquement sur le Bitcoin, hein. C'est parce que ce sont des paris ce sont des paris avec une échéance et il est plus facile de voir à un mois, entre guillemets, que sur un jour où il y a plus de volatilité. Donc là, j'ai fait apparaître toutes les expirations d'options de l'année 2021. Ça correspond au dernier vendredi de chaque mois. Vous pouvez voir que ça note plutôt des zones intéressantes, alors pas toujours, mais souvent. Ici, par exemple, ça marquait le bottom et le redémarrage du cours du Bitcoin. Pareil ici, on est venu corriger là également. Ici, on est parti rechercher un point haut local avant de dégringoler. Peut-être qu'il y avait une baisse qui était en cours, mais qu'il fallait pour les vendeurs d'options professionnels et institutionnels d'aller rechercher ce niveau. Pourquoi pas, je ne sais pas, c'est possible, hein. Je n'ai pas forcément d'explication prouvée avec des datas, mais on peut voir une tendance qui se dessine où ces vendredis-là ont marqué en moyenne plutôt des moments clés sur l'année. Encore une fois, pas tout le temps, mais suffisamment de fois en tout cas pour éveiller la curiosité, je pense, de chacun. Ici, on était en tendance baissière en zigzagant, donc ici vraiment rien de spécial. Ici, on est venu marquer un bottom de l'été, même si on en a fait un autre derrière, celui-ci était un bear trap. Lorsqu'on est venu réaliser ce bottom-là, il faut aller voir sur les altcoins ont commencé à repartir à partir de ce bottom-là. Et quand il y a une nouvelle correction, on n'est jamais revenu chercher les points bas sur les altcoins clés, en tout cas les altcoins fortes, créés lors du point bas du 25 juin environ. Ici, ça a marqué un top. Ici, un point haut, en tout cas le point haut, le dernier avant le bull trap. Ça, c'était un bull trap parce qu'il y a des divergences qui sont apparues avec moins de volume et derrière, on est venu corriger. La zone basse. Ici, une autre zone de distribution qui correspond à celle-là, puisque le haut de 69K s'est fait avec plein de divergences et qui a été un bull trap, même si on a eu deux successifs, un à 69, un à 65, avant que le prix dégringole pendant donc plus d'un mois déjà. Et maintenant, ça, c'est le dernier vendredi. Le vendredi 31 décembre, on va voir ce qui se passe et on va annoter d'ailleurs le prix, puisque je ne l'avais pas fait avant, donc c'est dommage de ne pas le faire. Max Payne, 47K. Je vais aussi noter l'heure française, puisqu'il y a les heures d'hiver et les heures d'été, donc ça va changer en fonction des périodes de l'année. 9h, heure française.
Et c'est sans doute un graphique que je vais continuer de travailler pour noter les différents max pain price et pour voir à quel point ceux-ci peuvent être pertinents. Dans mes souvenirs, ils n'étaient pas tout le temps et c'était pas quelque chose de jouable à chaque fois. Du coup, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je trade et je ne pense pas que je le ferai. Mais là, cette fois-ci, ça a pleinement joué. Dernière chose que j'ai pu noter, c'est qu'en moyenne, la bougie de ces vendredis-là, les bougies de ces vendredis-là ont été en moyenne un peu plus importantes que celles des jours précédents. Là, vous avez une bougie qui est plus grosse que les précédentes. Celle-ci non, celle-ci oui, celle-ci non, oui ici, là également, là également, là aussi, ici non, ici non. Donc on va dire 2 fois sur 3 à peu près, il y a eu plutôt un gain de volatilité après l'expiration des options. Donc 2 fois sur 3, ça n'est pas tout le temps. Vous pouvez bien sûr vous servir également de cette charte et peut-être vous y verrez des choses qui m'ont échappé. Maintenant passons à l'altcoin du jour, Fantôme. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, ces dernières semaines, pour une bonne raison, parce que c'est une crypto très forte sur l'année 2021. Et en général, je commence à m'intéresser au projet quand les charts sont très bonnes et que je les ai tradés. Donc j'ai tradé Phantom, je continue à le trader aujourd'hui, puisque j'en ai racheté ici, j'en ai vendu ici, j'en ai racheté. Mais ce que je vous dis, c'est pas d'aller acheter Phantom. Allez vous renseigner également, allez faire vos propres études graphiques et votre propre opinion. Et ensuite, suite à cela, eh bien, vous prendrez vos propres décisions. Quant à mon avis purement subjectif, quand on s'intéresse au graphique, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des sommets ascendants et des creux ascendants. Fantôme a créé un nouveau sommet par rapport au printemps de manière assez importante, puisqu'on est venu gagner ici depuis ce sommet-là jusqu'au prochain 268%, alors que le Bitcoin a à peine battu son sommet du printemps 69K par rapport à 65 réalisé au printemps. Et d'ailleurs, c'est très visible si on va sur la charte de Phantom versus le Bitcoin. Donc vous voyez que ça a été assez important, les différents creux successifs, et ça avait déjà commencé en septembre 2020, où Phantom avait surperformé le Bitcoin. Alors à la baisse, bien sûr, il s'est fait corriger bien plus, comme c'est le cas souvent. Alors bien sûr, lors de fortes corrections du Bitcoin, la majorité des altcoins prennent bien plus cher et corrigent davantage, vous allez le voir. Ici au printemps, le Bitcoin perdait 50% et Phantom, lui, par rapport à son sommet, a perdu 83%. Donc, ceux qui étaient rentrés là, s'ils n'avaient pas l'estomac solide, ont vendu là et n'ont pas pu profiter du run suivant. Alors quels sont les niveaux que j'avais identifiés qui étaient intéressants à aller voir? Alors ces différents niveaux-là, on ne va pas les revisiter immédiatement, à moins que le Bitcoin se crache. Si le Bitcoin se crache, et ça pourrait être encore le cas, hein, même si en short terme, donc sur les prochaines heures de la journée, je vois plutôt un Bitcoin qui va pousser, et bien une chute du Bitcoin par la suite pourrait emmener les prix vers le bas. Et dans ce cas-là, le niveau intéressant, le premier c'est celui-ci à 1,23 qui a été travaillé assez largement. Cette zone-là, c'est pour ça que j'ai fait un rectangle, cette zone-là qui est assez intéressante, où on est venu consolider et rebondir dessus déjà en décembre. Lors du gros crash du 4 décembre, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc si le Bitcoin revient dans les 40K, je m'attends à ce que Phantom arrive dans ces zones-là également. Si le Bitcoin continue à cracher et qu'il va en dessous des 40K, ce serait déjà inquiétant sur la structure du Bitcoin et je ne suis pas sûr que je rentrerai à nouveau dans les altcoins à ce moment-là. Mais admettons qu'il y ait une figure de retournement qui se passe. Les niveaux intéressants, si jamais ça se crache et qu'il y a un signe de retournement, ce serait ces niveaux-là. Ça, ce sont des bornes créées par deux anciens all-time high. Vous avez ici le premier et ici le deuxième. Ça, c'est quand Phantom est monté très vite dès février. Ensuite, il a consolidé pour refaire un nouveau sommet à la fin du printemps en mai. En attendant, pourquoi est-ce que j'avais acheté du Phantom ici? Eh bien, parce que le Bitcoin montrait beaucoup de divergences en daily. Et d'ailleurs, elles ont été confirmées avec une poussée jusqu'à 52K. Phantom étant une altcoin forte, c'est là où j'ai préféré trader plutôt qu'une autre altcoin qui ne faisait pas de point de plus haut. Et ça a réagi assez vite, puisque ça a été un trade. Alors j'en ai pris un tout petit peu là et la majorité ici. Et j'ai vendu vraiment dans la zone jaune là que vous pouvez voir, ce qu'on appelle la Golden Bucket, donc les niveaux de 61,8, 65 sur la suite Fibonacci. Ici, donc un trade à 70%. J'en ai repris un petit peu lors du pullback. Et le pullback, comment je l'ai identifié? Alors j'avais ces deux niveaux-là. Pourquoi le premier, lui, est donné par les moyennes mobiles? Ici, donc c'est la moyenne mobile 10, le MA 10.
On est venu rebondir dessus. Ma préférence a été d'abord cette trendline-là, mais voyant la force de Fantôme et le marché qui est reparti déjà ce matin, j'en ai repris dans la montée. Donc quand j'en ai vendu en haut, j'en ai de toute manière plus. Mais c'est vrai que bon, j'aurais bien aimé en reprendre là, même si j'étais un peu trop greedy et j'ai essayé d'aller chercher vraiment la borne basse qui était réalisée par un ancien all-time high, qui est ce point-là, et qui a fait support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois déjà. Là, l'asset est plutôt fort, donc on est venu directement rebondir dessus. On est déjà venu tester cette zone-là, on a été rejeté une fois. Si je regarde au niveau des indicateurs de momentum, on peut voir qu'on teste plusieurs fois les bottoms en faisant des W au niveau du RSI et qu'on est venu percer maintenant vers le haut. Il faudra voir sur les prochaines heures, prochaines journées si on a des nouvelles divergences. Précédemment, au niveau du Golden Pocket qui était environ à ce niveau-là, on en a eu quand même un paquet. Vous pouvez voir que là, ça descend pendant un bon moment. Et les prix ont continué à valider le premier pullback en 4 heures, qui a trouvé support lui sur l'EMA 55. Donc vous pouvez voir que ces différents mois immobiles, vous allez avoir pas mal de confiance selon les différentes horaires. Il y a des horaires qui sont parfois plus pertinents, des time frames qui sont plus pertinentes que d'autres. C'est pour ça que c'est bien de switcher entre elles pour voir ce qui se passe. C'est pas parce que cette EMA 55 en 4 heures fait support qu'elle va toujours faire support. Pour le moment, oui, c'est ce qui a l'air d'être joué, comme l'EMA 10 ici sur la vision quotidienne de Fantôme. Maintenant que Fantôme est en hausse, où est-ce que je mettrai mes ordres de vente? Pour ma part, je les mettrai ici. Donc entre ces clôtures de bougies et ces mèches qui ont constitué donc l'ancien all-time high. On va voir si ce pullback a touché des zones clés sur la suite Fibonacci. Vous voyez que l'asset était assez fort, on n'est même pas venu chercher encore les 38,2. C'est pourquoi j'avais ma préférence ici, à 1,95 environ au départ, puisqu'elle était proche des 38,2. Finalement, la charte en a laissé autrement. Et dans ce cas-là, il faut arbitrer ses décisions. Là, comme je vois le Bitcoin repartir plutôt vers le haut durant les prochaines heures, ça ne veut pas dire que ça va pas se retourner demain. Eh bien, je suis remonté dans le train fantôme qui semble avoir fait son pullback limité parce que c'est un asset fort. Et quand je m'y suis intéressé, il faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment complète sur tout l'écosystème de fantômes, sur les dApps qu'il y a, sur les différentes dApps qui ont été développées sur Fantôme en termes de décentralisation, de staking, de projets. C'est énorme, mais vraiment ça dépasse à peu près tout ce que j'ai vu. Proportionnellement, bien sûr, au market cap, puisque si vous allez voir Solana, Ethereum et tout ça, il y a bien plus, mais c'est des market cap qui n'ont rien à voir. Pour ce faire, je vais sur DeFi Lama, donc c'est un site qui donne des données sur les différents tokens de DeFi. On peut voir que l'Ether, la chaîne Ether correspond à 60% des volumes présents dans la DeFi. C'est assez énorme, hein. En deuxième position, on a Terra à 7,29%. Ensuite, la Binance Smart Chain qui a fait une belle poussée en début 2021, mais qui s'estompe un peu, qui stagne un peu. Vous pouvez voir là, hein, vous pouvez voir l'évolution vraiment. La Binance Smart Chain qui était très dominante vers le début de l'année, tend à stagner, voire à régresser au profit des autres. Alors aussi peut-être aussi porté par quelques par des projets de rug pool et de pump and dump, c'est-à-dire des projets qui se lançaient dessus simplement pour la spéculation avec un gros dump derrière. Ensuite, la quatrième chaîne, c'est Avalanche à 4,84%, Solana à 4,45%, et ensuite on a Fantôme. Fantôme qui arrive après toutes ces grosses chaînes, qui est en sixième position, qui a donc des assets loqués dans sa DeFi à hauteur de 5,63 milliards, soit moitié moins que Solana, et pour un market cap qui pèse bien sûr largement moins. Puisque Phantom, ça pèse à peu près 5,8 milliards, quand Solana, lui, il y a 54. 10 fois plus, et que 2 fois plus de tokens loqués, et que 2 fois plus de liquidités loquées dans la DeFi de Solana. C'est colossal. Et une autre métrique qui est intéressante, qui est donnée par DeFi Lama, c'est market cap sur le TVL. TVL, c'est Total Volume Locked. Donc c'est le volume qui est présent dans la DeFi de la chaîne, de la Smart Chain. On peut voir que la majorité des assets, eux, ont un market cap bien supérieur à leur TVL. L'Ether à 2,88, Terra à 70, BSC à 5,32, donc le Binance, en tout cas le Binance Token, le BNB pèse bien plus lourd que le market cap que les assets qui sont qui sont présents dans sa DeFi, principalement sur PancakeSwap. Avalanche à 2, Solana à presque 5, et là vous avez Phantom. Phantom, il y a plus d'assets loqués que ce que l'asset pèse.
Si on regarde les meilleures smart chains, c'est très rare de voir ça. On le voit ici aussi sur Kava, que je ne connais pas personnellement, je ne connais même pas sa charte non plus. On voit aussi sur XDAI, aucune idée de ce que c'est. Le DAI, je crois que c'est une stablecoin. XDAI, aucune idée de ce que c'est. Mais dans les gros acteurs, Phantom, c'est tout simplement colossal. Ils ont une market cap en dessous. Donc, par rapport à cette métrique-là, Phantom serait sous-évalué. Ce serait pour moi la DeFi dans le top 10. C'est pour moi l'asset dans le top 10 qui présenterait le meilleur potentiel, simplement parce qu'elle n'est pas aussi haute encore que les autres. Elle n'est pas encore 50 milliards, par exemple, comme Solana. Elle n'est que à, et je mets des guillemets, que à 5,8 milliards, ce qui est déjà quand même énorme. Mais si on va voir du côté du ranking des cryptos, Phantom est à la 31e place, à 5,8 milliards de market cap. Si on estime que Phantom pourrait intégrer le top 15, et le top 15, je le mets à 17 puisqu'on a des stablecoins au-dessus, même pardon, 18, on a 3 stablecoins au-dessus, on a le Binance USD, le BUSD, l'USDC et l'USDT. On viendrait chercher les 11 milliards de Uniswap, on serait déjà sur un x2, en sachant que bien sûr le top 15 va progresser. Je le répète encore, c'est pas un conseil d'investissement, chacun fera ce qu'il veut, et l'analyse fondamentale, c'est vraiment pas mon truc. Mais graphiquement, la charte est plutôt impressionnante. Et quand je me suis intéressé derrière aux différents dApps, à l'écosystème de Phantom, qui fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo séparée parce que c'est assez long et assez étendu comme domaine, ce qui explique aussi le TVL énorme, le total volume locked, les assets investis dans la chaîne Phantom, eh bien c'est plutôt impressionnant puisque les métriques, les chiffres, en tout cas ce qu'on devant moi, pas juste le white paper pour dire le truc qui est trop bien, ça va exploser, on va sauver le monde, etc. Bon, sur le papier, les données, les datas qu'on a graphiquement et ensuite, bien sûr, le TVL et le ratio market cap sur TVL sont plutôt impressionnants. Et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon à tous. Restez prudents et je vous dis à l'année prochaine.